Bonjour à tous, c'est de la télévision, donc on répond comme d'habitude à toutes les questions essentielles, où, quand, comment, qui, pourquoi et de quelle façon. Où? Ici, à Chalon-sur-Saône, dans les anciennes usines Kodak. Quoi? On parle de IA, intelligence artificielle. Comment? On en parle d'une façon très concrète, très terre à terre. On n'est pas tellement marketing, on est plutôt industriel, c'est-à-dire les pieds dans la gadouille, la tête dans les étoiles, l'IA, est-ce que ça marche? Comment ça marche? À quoi ça sert? Avec qui? Eh bien, avec vous, le public. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, et le jury, vous devez intervenir, parce que vont plancher devant vous un philosophe dans un premier temps, il aura le droit à 10 minutes, et puis surtout 3 startups. Quand? Eh bien, tout de suite. Générique. Avant de vous présenter plus en détail, notre premier intervenant, Marc Halévy. Bonjour, rejoignez-nous. Marc Halévy est un monsieur pas tout à fait comme les autres. Installez-vous, bonjour. Il n'est pas mathématicien, il n'est pas technicien, il n'a pas fait une école d'ingénieur. Vous êtes philosophe? Oui. Un peu sociologue? Prospectiviste. Mais j'ai quand même fait un doctorat en physique théorique, donc la maths, ça va à peu près. D'accord. Mais vous regardez ça d'un point de vue de sérieux, c'est un petit peu loin. Exact. Et vous regardez ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, on ne peut pas tout faire. Vous n'avez que 10 minutes. Oui. Je sais que pour vous, c'est compliqué parce que vous pourriez tenir des heures et des heures. Oui. Alors, soyez moins bavard, plus concis. Oui. 2 thèmes, si ça ne vous gêne pas, on parle d'éthique en général, et pas beaucoup de technique, plus de l'éthique. Vous dites dans un premier temps, par exemple, la mondialisation, ben c'est déjà fini. Il faut passer à autre chose. Oui, clairement. 3 mots-clés. Premier mot-clé, c'est globalisation. Les problématiques sont mondiales et sont globalisées. Ça veut dire qu'il y a des tas de choses comme les pénuries de ressources, comme les migrations, comme la pollution, comme le dérèglement climatique. Il est évident que chaque région ne va pas résoudre le problème chez lui. C'est globalisé, clairement. Deuxième mot-clé, mondialisation. Mondialisation, ça veut dire quoi? J'ai envie de parler de la mondialisation de manière un peu ironique. Je pense qu'on se trompe en parlant de mondialisation. En fait, il faudrait dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une américanisation du monde et l'exportation des modèles et méthodes américaines, surtout en matière économique et financière, qui ont été, entre guillemets, imposées au monde entier. Et aujourd'hui, c'est fini. Il y a des tas de régions dans le monde. Ah oui, il y a des tas de régions dans le monde qui n'en veulent plus de ce modèle américain. Le American Dream est devenu American Nightmare. Le cauchemar américain. Le cauchemar américain. C'est vrai que les Chinois n'ont pas les mêmes méthodes comptables, les Indiens ne veulent pas de la culture américaine, et que en Europe, on n'aime pas trop les GAFA. Exact. Et puis, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, il y a M. Trump qui se met à peu près le monde entier à dos. Donc, ça aide la continentalisation. Parce que c'est ça le troisième mot-clé. Nous sommes dans un monde qui est en train de se continentaliser avec des grands continents qui ont des bassins culturels à peu près similaires, en tout cas compatibles, et qui sont très clairement en guerre. Regardez, aujourd'hui, on a la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il ne faut pas faire de dessin, je pense. Oui. C'est extrêmement clair que cette guerre est déclarée, elle a bien lieu. Que c'est très clair qu'il y a la guerre aussi, ou des rapprochements avec les Russes. Les Russes qui étaient très rejetés par les Américains, maintenant, on l'a vu récemment, M. Macron a tendu des perches à Poutine, et des choses sont en train de se placer. C'est quoi les continents? J'en ai 8 et je les ai baptisés. 8? Oui, dans la mesure où ce n'est pas des continents géographiques, bien entendu. Oui. Hein, c'est des bassins culturels. Donc, parlons de Land. Il y a l'Euroland, on voit bien, c'est l'Union européenne, en gros. Oui. Russoland. En gros, on partage les mêmes valeurs en Europe, c'est ça? À peu près, à peu près. Et la même histoire intellectuelle, la même histoire culturelle, la même histoire technologique. On n'est pas chinois, on n'est pas américain. Chinois, Sinoland, c'est bien plus loin que la Chine. Oui. Russoland, on voit bien. Indoland, on voit bien. Si je parle maintenant Afrique, j'en distingue 2. Je dis Afroland, qui est vraiment l'Afrique traditionnelle. Oui. Et au nord, avec une grande région que j'appelle l'Islamiland. Je ne sais pas si c'est vraiment un continent, c'est plus une mosaïque. Dans lequel vous mettez le Maghreb? Dans lequel je mets le Maghreb, très clairement. Oui. Et là, de l'autre côté, il y a l'Angloland,
avec un énorme problème aujourd'hui, c'est que le Royaume-Uni ne sait plus s'il est Euroland ou s'il est Angloland. Alors les Anglais voudraient bien être du côté Angloland, mais de toute façon les Écossais, le Pays de Galles et l'Irlande, c'est Euroland. Ouais. Et puis il y a le Latinoland, c'est toute l'Amérique latine qui est le 8e et dernier continent. Alors ça concerne en quoi, nous, Européens, sur l'informatique, sur les ordinateurs, sur l'intelligence artificielle? Ça veut dire qu'il faut qu'on raisonne européen et pas mondial? Alors, ce qui est tout à fait clair, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est extrêmement dépendante des États-Unis du point de vue technologique. Ça fait 15 ans que je pleure pour qu'il y ait un institut d'algorithmie européen. Ça ne se fait pas. Clairement, aujourd'hui, tout nous vient de Californie. Mais si on est dans une situation de paix où tout le monde s'aime bien, tout va bien. Si on est dans une situation de guerre commerciale, s'entend, ou technique entre l'Europe et les États-Unis, on est mal. Hein. Je vous signale que dans la plupart des entreprises, on est toujours en .com, hein, .com. Mais oui. .com, c'est américain, c'est géré aux États-Unis. Demain matin, Trump dit tous les .com hors États-Unis, je coupe. Vous n'avez plus de site. Hein. Là, vous avez des membres du jury qui réagissent. Gardez vos questions. Hein. Je sais que vous brûlez d'en poser parce que ce que vous dites n'est pas évident. On est bon pour la continentalisation. Il faut qu'on se fasse un Google européen. Je pense qu'il est important de développer nos propres technologies en accord et en harmonie avec d'autres. Je ne dis pas qu'il faut faire de l'isolationnisme obsessionnel, mais en tout cas qu'on ait des bases ici, et on ne les a pas aujourd'hui. C'est une question de culture derrière? C'est probablement des vieux reliefs de la guerre, des deux guerres mondiales, et que quelque part, on a décidé une fois pour toutes qu'on était amis pour l'éternité avec les États-Unis, mais ça n'est plus vrai. Bon, à bas le plan Marshall. Il est mort. Mais il continue quand même. Alors, autre question très concrète. Oui. Est-ce que la robotisation va nous faire perdre nos emplois? Ça, c'est une vraie grande question intéressante. Et c'est intéressant d'avoir posé la question des continents avant, parce qu'évidemment, le problème ne va pas se poser de la même manière dans les différents continents qu'on a abordés. Alors, je parlais Europe, c'était plus simple. Une chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que tout ce qui est robotisable sera robotisé. Tout ce qui est algorithmisable sera algorithmisé. Il y a un vieux principe qui dit dès que quelque chose est possible aux hommes, ils le font. Point. C'est-à-dire, attendez, tout ce qui est robotisable sera robotisé. Donc ceux qui disent si demain vous faites le même boulot qu'aujourd'hui, vous pourrez être remplacé par un robot, c'est ça? Dans un certain nombre de cas, parce que là aussi, il faut être très prudent, parce qu'il y a toute une science-fiction qui se place autour de ça, et c'est la guerre des robots entre les humains, entre les robots et les humains, que l'intelligence artificielle, que j'appelle jamais comme ça, d'ailleurs moi j'appelle ça de l'intelligence humaine amplifiée, et pas du tout de l'intelligence artificielle, il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Et autre débat, hein. Oui. Mais gardons, intelligence humaine amplifiée. Oui, c'est aussi IA, hein, intelligence amplifiée. Oui. Donc on garde l'acronyme. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on exagère en mettant en avant une espèce de guerre mondiale entre le monde des robots d'une part, le monde des humains de l'autre. C'est absurde. C'est pas de ça dont il s'agit. Tout ce qui est robotisable sera robotisé, tout ce qui est algorithmisable sera algorithmisé. Ça ne veut pas dire du tout que tout est robotisable et que tout est algorithmisable. Bien au contraire, il y a des pans entiers d'activités qui ne seront jamais robotisés, qui ne seront jamais algorithmisés. Il y a des critères pour ça. On n'a pas probablement le temps d'en parler beaucoup ici. Donnez quelques exemples, parce qu'avec les réseaux neuronaux, ils disent qu'on va faire du design, ouais, et puis avec... on va créer, on va faire de la nouvelle peinture, de la nouvelle musique, on n'aura plus besoin de... On va dire quelque chose de relativement clair. Un ordinateur est une machine électromécanique qui est la plus stupide du monde, puisque la seule chose qu'elle peut se faire, c'est ajouter des 0 et des 1. Oui, mais beaucoup de 0, beaucoup de 1 et donc, très vite. Très vite et des grands volumes, on est bien d'accord. Comment fait-il pour ajouter des 0 et des 1 avec un programme? Oui. Et ce programme, c'est de l'intelligence humaine. Oui. Bon, donc autrement dit, on est bien dans quelque chose qui est de l'intelligence humaine, qui va être amplifié par la puissance de calcul d'un ordinateur. Et le mariage des deux est exceptionnellement puissant, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Oui. Donc, on parlait d'éthique tout à l'heure, et il y a des questions éthiques fondamentales qui se posent là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est on peut faire de la science-fiction. Vous avez dit en entrée de jeu qu'on était concret. Aujourd'hui, extrêmement clairement, l'intelligence dite artificielle est capable de résoudre bien mieux que nous toute une série de problèmes parce qu'elle a des méthodes extrêmement puissantes en termes de calcul. Mais il y a des tas de choses qui ne seront jamais liées à une machine électromécanique. Pourquoi? Parce qu'elle est linéaire, elle est séquentielle, elle est procédurale et que fondamentalement le monde réel, il n'est pas comme ça. Les relations humaines ne sont pas procédurales, ne sont pas linéaires, ne sont pas séquentielles. Donc il y a 1 milliard de choses qui ne seront jamais
du domaine ni des robots, ni de l'intelligence dite artificielle. Alors c'est là où la vraie question se pose en termes de philo, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous anticipons ça du point de vue de la formation de nos jeunes? La réponse est non. On est toujours en train de fabriquer des bons petits soldats pour un paradigme global qui n'existe plus. Donc on n'est pas du tout en train d'anticiper les évolutions des métiers, on n'est pas du tout en train de se rendre compte que plein de métiers qui aujourd'hui font encore baver l'envie sont des métiers qui n'existeront plus du point de vue humain dans 5 ans, dans 10 ans. Exemple. Juste un chiffre intéressant. Une étude a été faite, commanditée par la Commission européenne. Tout de suite, une autre étude en Allemagne s'est faite pour contrer la première. Et malgré qu'ils soient de grands ennemis, la convergence est tout à fait claire. Le chiffre à retenir, entre maintenant et 2035 environ, on est bien en Europe. 40% des emplois aujourd'hui assumés par des êtres humains seront assumés par des machines, appelons ça au sens large du terme. Est-ce que ça veut dire que... Vous y croyez? Oui, j'y crois. J'y crois parce que il est clair que je reviens à ce qui est robotisable sera robotisé. Et il y en a dans tous les métiers, incroyablement, un nombre incroyable de fonctions qui peuvent être tout à fait assumées par les machines technologiques. Pour parler de l'enseignement, je vous nomme ministre de l'Éducation nationale de toute l'Europe. Allons-y. Et vous avez tous les moyens et tous les pouvoirs. Vous faites quoi? D'abord, je ne crois pas. On peut rêver. Et en plus, j'ai rencontré, à la Commission européenne, j'ai rencontré 7 ministres de l'Éducation nationale il y a quelques années pour leur parler de ça. Et ils m'ont dit, écoutez, vous parlez à quel horizon, M. Alévi? Oui. Hein? Donc, moi, j'aurais dit, c'est 2 générations. Nous, c'est 4 ans. Nous, c'est 4 ans. Mais qu'est-ce qu'il faut changer dans l'éducation de nos jeunes têtes blondes? Ça veut dire qu'il faut commencer par une chose fondamentale, c'est bien repérer les fonctions et les facultés humaines qui ne seront pas robotisables. Et construire autour de ça les métiers qui vont surgir de toute façon. Moi, j'ai connu le début de l'informatique, et vous aussi, Jérôme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit tout de suite, ça va faire du chômage, vous allez voir, l'ordinateur va virer des tas de gens. C'est pas du tout ça qui s'est passé, parce que des tas de nouveaux métiers sont sortis de terre. C'est en train de se faire déjà aujourd'hui. Alors, les nouveaux métiers, leurs caractéristiques, c'est quoi? Out of the box, créativité, faut faire des poètes? Oui, aussi peut-être. Peut utiliser un peu la vie, ce serait pas idiot. Hein. Mais bon, moi je voudrais surtout parler d'autre chose. Des termes un peu techniques, si vous me permettez. Deux mots techniques. Ici, on a le droit. Tout ce qui est analytique peut être robotisé et algorithmisé. En revanche, dans les activités mentales humaines, il y a tout ce qui est holistique. Et ça, ce ne sera jamais algorithmisé ou robotisé. Holistique, ça veut dire, je rentre dans cette salle, je connais personne et je me sens bien. Et je trouve qu'il y a quelque chose ici qui me fait que je me sens bien et que j'ai envie de contribuer positivement. D'où il vient cette sensation? Parce que globalement, j'ai ressenti un tout qui s'appelle un système global. Et le système global, c'est nous tous ici. Ça, un ordinateur, il ne fera jamais. Il n'a pas de feeling. Il n'a pas de feeling, il n'a pas d'intuition. L'intuition, c'est de nouveau la même chose. C'est une sensation globale sur un problème. Ça, on ne l'aura jamais. Il ne peut fonctionner que analytiquement. Donc moi, je pense que là, on est devant un énorme problème, Jérôme. Vous avez le droit à un deuxième nom compliqué, et puis après, je vous soumets... C'est tout, analytique et holistique. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que notre vrai problème, surtout en Europe, c'est que nous sommes des enfants de Descartes. Et que la méthode cartésienne est une méthode analytique, purement analytique, et qu'on a défavorisé tout ce qui était intuitif, tout ce qui était holistique, et on a construit tout notre système éducatif sur le cartésianisme. Ah ouais, mais vous êtes plutôt dans le genre médecine douce? Pas nécessairement. Ça dépend de la doctoresse. Ouais. Une saine pensée. Alors, je vous ai piqué un peu de votre temps parce que je pense qu'il y a plein de questions. On va commencer. Marc, bonjour. Non, si ça ne vous gêne pas, on ne s'est pas présenté. Non, c'est vrai. Bonjour Marc, vous faites quoi vous dans la vie? Eh bien, bonjour. Donc, moi, je suis directeur général de l'entreprise Human, qui est une start-up PME qui est active dans l'intelligence artificielle. Et donc, très heureux d'être là aujourd'hui. J'ai peut-être une question rapidement ou... On continue le tour de table. Donc, en fait, il a des caméras, il les rend intelligentes. C'est vrai? Oui. A priori, une caméra d'une banalité affligeante, caméra de surveillance, et puis il est capable de regarder... Enfin bon, on en reparlera tout à l'heure. Sandrine. Bonjour. Moi, j'aide au déploiement des projets innovants, notamment à l'Université de Bourgogne, où on a un projet innovant pour aider les étudiants justement à revenir à leur excellence opérationnelle, à développer
des projets. On croit beaucoup à l'initiative individuelle. Et donc, le slogan du village, c'est « tous apprenants, tous ressources », où effectivement, tout le corps enseignant se mobilise pour développer les projets des étudiants, mais à la carte. Et les chefs de village. Gentille organisatrice. Ouais, bien. C'est un beau métier. Claude? Charles. Charles, pardon. Pas de souci. Bonjour, donc Charles Basset, moi je m'occupe d'un incubateur, d'un programme d'accompagnement et d'incubation pour des jeunes entrepreneurs, étudiants et jeunes diplômés sur le territoire de Lyon et Saint-Étienne. Voilà, donc des jeunes entrepreneurs qui veulent créer un projet de création d'entreprise ou de start-up, parfois de start-up innovantes. Et on intervient sur des phases d'émergence. Vous voyez que les gens qui bougent out of the box, qui think different, ils les connaissent bien. Bien sûr. Fabien. Donc, je suis le président de Fabien Imbert, je suis le président de Innobiz, l'incubateur et l'accélérateur de start-up du Sud Bourgogne et d'une société Kinetti Technologies qui fabrique des logiciels et des tables interactives tactiles. Table interactive tactile. C'est pas rien. Hein. Jean-Claude? Jean-Claude Boyer, donc je suis directeur général du groupe Galilée, un ensemble de PME qui travaillent dans la robotique, dans l'IA et créateur de l'incubateur 697 IA. Voilà. Très concret, hein, ton métier. C'est des machines, outils, des robots, de la mécanique, de l'industrie, quoi. Des vraies machines. Qui pose la première question? Marc, allez-y. Oui, donc j'aimerais bien revenir sur le sujet de l'éducation, parce qu'effectivement, on peut critiquer le système américain, mais néanmoins, le MIT, c'est comme eux, ils ont le Boston Institute, ils ont quand même des écoles prestigieuses. Google, c'est eux, Facebook, c'est eux. On a même des personnalités françaises qui ont été sorties et qui ont été mis en lumière dans l'intelligence artificielle, grâce à Facebook, par exemple. Donc, je reviens sur cette question d'éducation qui reste quand même très franco-française. Et aujourd'hui, est-ce que nos étudiants sont enclins à aller dans des écoles étrangères? Je ne suis pas sûr. Il y a quand même... Ouais. Il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus. La première, c'est qu'il se fait que je connais bien le système américain parce que j'ai un passeport américain, je suis américain. Ah bon? Et mes enfants, certains de mes enfants sont nés aux États-Unis et ma fille vient de terminer un doctorat à Stanford en chimie. Donc le système américain, je connais bien. Alors, ce que vous avez cité les quelques universités que vous avez citées sont effectivement des fleurons. C'est évidemment des fleurons. Je peux vous parler crûment? Oui. Le système éducatif américain fabrique 95% de crétins et 5% de génies. Et ce dont vous parlez, c'est 5% de génies. Oui. Et les 95% restants... Mais les 5%, ils mènent le monde. Non. Alors, deuxième remarque que je voudrais faire sur la Californie, précisément, sur les développements technologiques. Aujourd'hui, les développeurs géniaux, ils sont presque jamais américains. C'est souvent des Européens qui sont partis là-bas. Ou des Indiens. Et des Indiens. Et des Indiens. Et des Extrêmes-Orientaux. Hein, et ça, je crois qu'il faut le souligner. Moi, dans mon équipe de recherche, j'ai travaillé avec Ilya Prigogine pendant longtemps. On était une quinzaine. Il y avait un Américain. Et pourtant, c'était à Austin, Texas. Donc, on était vraiment bien là dans une équipe avec un prix Nobel, d'un bon niveau. Mais il n'y avait pas d'Américains. Peut-être parce que quand ils arrivent, ils se disent tiens, l'endroit est sympa. Et ils préfèrent aller aux États-Unis plutôt qu'à Orsay. Oui, ou parce qu'ils sont peut-être mieux payés, et parce qu'ils savent aussi qu'il y a des possibilités de lever de l'argent quand on est un peu malin et de faire des opérations très très intéressantes. Je voudrais que tout le monde prenne la parole, y compris vous, hein, membres du public. N'hésitez pas, je vous regarde de temps en temps, vous levez la main. Sandrine. J'aime beaucoup quand vous dites tout ce que l'homme peut faire, il le fera. Mais du coup, au service de quelle vision de société ça se met, tout ça? Alors là, on a 2 heures, c'est ça que vous avez dit? Non, on a plus que ça. Ah bon, tout va bien alors. Bon, c'est très clair. Ça, c'est je prends ma casquette de philosophe et je dis, ça c'est la vraie question. La technologie n'est jamais bonne ou mauvaise en elle-même. C'est ce que l'homme en fait qui va faire que ça va être une crasse ou ça va être une merveille. Et donc moi je pense que là la question elle est vraiment bien posée. La technologie d'accord, mais au service de quoi? L'économie d'accord, mais au service de quoi? La politique d'accord, mais au service de quoi? Est-ce que la question est bien posée actuellement? Est-ce que la question éthique est une question posée? Non. Pour moi, elle ne l'est pas. Il y a des procès qui se font à droite et à gauche sur base de pseudo-rapports, de pseudo-études qui sont toutes démantelées ou en tout cas contredites par une autre contre-expertise diverses et variées. Je pense que c'est pas posé. Je pense que c'est pas posé. Ce qui est extrêmement clair, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, M. Trump a clairement exposé
un modèle de société qu'il voudrait construire. On l'aime ou on l'aime pas, hein. Moi je suis pas en train de plaider là, je suis juste en train de dire, au moins c'est clair. L'Europe, moi je suis malade, je suis malheureux, on ne parvient pas à s'entendre sur un projet global européen. On a RGPD, la protection des données personnelles. Et qui sert à rien, vous le savez très bien, et ça a déjà été contourné dès que c'est sorti. Bon. Charles, D'accord, hein. attendez, vous avez le droit de... Non, mais non, la je question laisse la éthique parole à n'est Charles. pas posée. Je ne pense pas Et- qu'elle le soit vraiment posée. Et ça urge Je crains que oui. Charles, J'ai l'impression que derrière un peu le concept ou l'idée d'intelligence artificielle, il y a en fait énormément de choses. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais on parle de deep learning, de machine learning, et qu'il y a aussi peut-être un peu de fantasmes ou d'idées sur la question. Aujourd'hui, quelle est vraiment la place de l'IA dans l'économie, même si elle va remplacer des emplois, qu'est-ce qu'est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire un peu un topo de... Un bémol, ça ne va pas remplacer des emplois, ça va déplacer des emplois. Déplacer Je crois des que emplois, c'est bien sûr. ça qu'il faut souligner. Alors, la place disons, des technologies de l'intelligence, hein, pour élargir le spectre, elle est en croissance exponentielle. Évidemment, oui. Son territoire va devenir de plus en plus grand. Et là où il ne faut pas se tromper, c'est là où commence la science-fiction, c'est de dire que ce territoire va croître à l'infini. Ça n'est pas vrai. Structurellement, il est clair que ces technologies ont une limite. Il y a des choses qu'elles ne pourront jamais faire. Et c'est ça qu'il faut très vite aller voir. C'est où est cette frontière et comment on peut en profiter, qu'il y ait une frontière pour inventer de nouveaux métiers, inventer de nouvelles méthodes, inventer de nouvelles approches qui vont créer les métiers de demain. C'est ça qui est intéressant. Fabien? Dans certaines de vos conférences, vous dites qu'on est en plein milieu du changement de paradigme, qu'il y avait un avant et un après où nous sommes. Et est-ce que vous avez une vision rassurante, puisqu'on est en train de changer de ce paradigme, sur les 20-30 prochaines années, dans le basculement dans ce nouveau paradigme? Est-ce que ça devrait se faire, selon vous, calmement et de manière sereine, ou plutôt brutalement et avec des bains de sang? Madame Irma, s'il vous plaît. On en est là? Impossible de répondre? Si. On peut répondre, mais par scénario. En fait, Oui, c'est pas la réponse. nous sommes, bon, là ça va être un petit peu embêtant pour moi de faire ça de manière très courte. Nous sommes aujourd'hui dans un paradigme, le mot a été cité, hein, un paradigme, c'est-à-dire des fondamentaux qui expliquent comment une société fonctionne à partir d'un certain moment. Oui. En gros, l'histoire humaine, c'est des successions de paradigmes, et la durée de vie d'un paradigme, c'est 550 ans. Le dernier, c'était à la Renaissance. Là, maintenant, on est en train de terminer le paradigme de la modernité. Donc ça veut dire que la machine fonctionne de moins en moins. Ça veut dire qu'on est rentré dans ce qu'on appelle une phase chaotique. L'ancien modèle ne fonctionne plus, mais le nouveau modèle n'est pas encore là. Et entre les deux, il y a une phase chaotique à tout niveau. Les dérèglements climatiques, c'est une forme de chaos. Oui. L'économie monétaire d'aujourd'hui, c'est une forme de chaos, etc. Bon, on est dans cette phase chaotique. Et là, la théorie des systèmes complexes est extrêmement claire. Quand on est dans une phase chaotique en bout d'un cycle de vie, il n'y a que deux grands scénarios possibles. Le premier, c'est celui dont on parle beaucoup, qui est très à la mode aujourd'hui, qu'on appelle l'effondrement ou la collapsologie. Hein. Ça veut dire que voilà, on n'en sort pas. Le chaos va détruire tout et on va arriver quelque part à une micro-humanité qui va peut-être survivre ou une micro-biosphère qui va peut-être survivre. C'est pas très optimiste et surtout c'est paralysant. C'est terriblement paralysant, c'est castrant même, disons-le franchement. De toute façon, on meurt demain, donc ça sert à rien. Voilà. Et l'autre manière de faire, et ça, heureusement, c'est le beau scénario que la physique des processus complexes propose, c'est ce qu'on appelle une émergence. Et c'est ce qui s'est passé systématiquement. Chaque fois qu'un paradigme ancien s'est effondré, il y a une émergence. Et l'émergence, c'est quoi? C'est réinventer une autre manière de fonctionner. Avec des technologies, avec la noosphère, avec de la containerdisation, avec tout ça. Mais il faut savoir que ça demande un courage énorme. Si on parle de continentalisation, ça veut dire qu'on arrête de fantasmer sur les États-nations. Ils n'existent plus, point barre. Cette émergence dont j'imagine Thomas Piketty parle dans son dernier livre, Oui. elle se fait aussi avec des effusions, des grincements de dents et des bains de sang. Oui, ça peut. C'est pas incompatible. Dans les ZAD, ça se passe pas très bien. Exact. Donc on est extrêmement clair que cette zone chaotique peut être une zone de grande violence économique, voire militaire, voire verbale, voire idéologique. Ça peut être une zone de grande violence. Je vais me faire collapsologue alors plutôt. Oui. C'est une tendance.
Oui, façon, c'est aujourd'hui, fichu. oui. C'est vrai. C'est fichu. Moi, je ne pense pas, non. On a dit exactement la même chose à la fin du Moyen-Âge. On a dit exactement la même chose à la fin de l'Empire romain. Et puis quelque chose a émergé, quelque chose d'autre a émergé, mais ne crions pas victoire trop vite. Il y a aussi eu des émergences ratées. Il y a l'exemple qui est le plus connu, c'est Diamond Jarrett qui l'a mis en avant, c'est la fin de l'île de Pâques. L'île de Pâques était au bout d'un cycle de vie, les prêtres n'ont pas voulu lâcher le pouvoir, donc ceux qui faisaient vivre l'île n'ont pas pu prendre le pouvoir, et bien il y a maintenant l'île de Pâques, c'est un désert, il y a des belles statues, mais c'est un désert. Exact, mais le communisme et le zapatisme aussi. Et voilà. Bon allez, on est dans le débat. Jean-Claude. Moi, je rebondis un peu là-dessus, mais j'aimerais que vous remettiez votre casquette de physicien là. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans la fin d'un cycle des machines analytiques avec l'ordinateur quantique? Et cet ordinateur quantique, est-ce qu'il ne va pas, lui, explorer l'aspect holistique de l'humain? Alors, l'ordinateur quantique, aujourd'hui, c'est quand même un fantasme. Hein. Oui. Ça veut juste dire que plutôt que d'avoir 2 valeurs 0, 1, on va en avoir 3 ou 4 si les couches électroniques dans l'atome peuvent être stabilisées. Mais ça veut dire très important, ça veut dire quand Ça veut dire x4 en puissance. Oui, mais ça veut dire les ondes de gris. Ça veut dire la fuzzy logique, ça veut dire aussi de l'humain, de la sensation, du peut-être, du pourquoi pas. Du possible. Je ne pense pas ça. Ça, je ne pense pas. Je pense que le fait de multiplier par 2 ou par 3 le nombre de bits accessibles va démultiplier la puissance de calcul et la possibilité de miniaturisation, mais va rien changer à la logique programmatique qui est derrière. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. On a abordé plein de sujets. Moi, je ne saurais conseiller, puisque je crois que vous connaissez Internet, hein, c'est un truc assez pratique. Il y a YouTube et on retrouve des tas de conférences de Marc Halévy. Merci. Désolé de vous avoir coupé un peu, j'allais dire castré. Non, parce que je sais que vous avez encore. Mais coupé, oui, moins 8 jours, c'était fait. Voilà, on va retrouver. Merci d'avoir été notre invité. Merci de vous être soumis aux questions. Ah oui, restez avec nous. Vous vous sentez bien ici? Alors, très bien. Holistiquement parlant, vous sentez magnifique. Des bonnes vibrations? Oui. Ben ça, c'est des trucs que jamais l'ordinateur pourra sentir. Exact. Allez, on se retrouve dans un instant avec 3 startups qui vont plancher ici. Et on attend vos questions. À tout de suite. Deuxième partie de l'émission, vous commencez à connaître parce que vous êtes des fidèles de 697 IA. 3 startups vont plancher, 3 startups qui vont, 3 minutes seulement, dire ce qu'elles font. Et puis les membres du jury qui vont réagir, qui vont poser plein de questions ardues et pointues. Je rappelle que vous êtes tous des spécialistes et vous savez ce que c'est qu'une startup. Et puis vous allez voter également. À ce propos, la dernière émission, la précédente, il y a eu déjà 2 gagnants. Un par vous, les membres du jury, peut-être pas tous les mêmes, et un par vous, le public. Je vous rappelle que vous devez voter sur 697ia.com. .com pour vous faire plaisir. on est toujours très américain. Le gagnant était Uvoji. Je vous rappelez cette petite start-up formidable qui se proposait de faire le traitement des eaux sales, des eaux usées par les UV. Les rayons ultraviolets qui cassent toutes les molécules, c'est formidable, ça teste toutes les bactéries. Il a été l'un des gagnants. Vous pouvez le voir ou le revoir, puisque c'est l'intérêt d'Internet, cette émission où il y avait Uvoji. Et puis le gagnant, pour vous, spectateurs et membres du public, ça a été Dataswati. Dataswati, jeune start-up qui se propose d'améliorer la qualité, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des maximum de capteurs, la qualité des produits, de process, dans en particulier l'agroalimentaire. Ben oui, ça change, ça bouge. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des biscottes, des gâteaux qui soient toujours de la même qualité? C'est pas simple dans l'agroalimentaire. Voilà, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui gagne? Eh bien, il gagne Jean-Claude. Alors, pour les 4 lauréats finaux, ils gagnent des prêts d'honneur, oui, un accompagnement par nos mentors, et puis surtout, ils ont accès aux meilleurs Fab Labs de France, c'est-à-dire la technologie de toutes les entreprises du groupe. Et elles sont nombreuses? 26. Dans l'industrie et dans des tas de domaines de l'industrie? Oui, mais que dans l'industrie. Jean-Claude, c'est vous qui donnez les prêts d'honneur. S'ils ne remboursent pas, vous êtes prêt à... À sévir et lapidation. Non, c'est un prêt d'honneur. Si ça marche, ils vous remboursent. Ouais, si ça c'est marche un peu pas, un pari de votre part. Exactement. Mais surtout, ils gagnent un accompagnement avec Oui. des professionnels qui pourront leur donner des conseils. Et réaliser leurs prototypes et leur pré-industrialisation, leur robotisation, etc. Bon. Et ça, c'est un vrai avantage. Le chronomètre est en place. 3 startups, la première, jingle, et on commence. Bonjour Aziz. Bonjour. Bien prêt? Oui. Bon allez, je t'emmène au studio.
Première start-up, elle s'appelle Robotize Me, représentée par un garçon formidable, il a 29 ans, il s'appelle Aziz Barkaoui, il a une formation d'ingénieur français et tunisien, franco-tunisienne, et il a un master en spécialité de système robotique. Aziz, venez nous rejoindre, je vous en prie. Logiquement, votre rythme cardiaque s'est accéléré parce que vous savez que vous n'avez que 3 minutes pour convaincre. 3 minutes plus les questions après du jury. Vous êtes prêts? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Top chrono. C'est quoi Robotize Me? Donc, Robotize Me se propose pour accompagner les industriels dans leur conversion vers l'industrie 4.0. Donc, Robotize Me, nous avons relevé des problématiques lors de la conversion des 4.0. Donc, la problématique, c'est le temps d'étude des projets, le monitoring des projets, la supervision des projets, la maintenance des projets, la formation des collaborateurs et la sécurité du réseau. Donc, Robotize Me, nous proposons 3 solutions, 3 produits. Le premier produit, c'est Smart Robotizer. Smart Robotizer est un logiciel basé sur une intelligence artificielle qui, à partir des besoins de clients, elle propose une solution modélisable et simulable qui répond aux besoins du client. C'est-à-dire proposer des robots, des tapis roulants, des véhicules filoguidés? En fait, l'ensemble. Donc, si on a un process, donc Smart Robotizer, elle va prendre en considération donc, le process, les différentes contraintes, les différentes normes à respecter, et elle va proposer une solution complète de cellules robotisées ou carrément donc, de l'usine robotisée avec tout l'ensemble des capteurs, l'ensemble, les tapis, l'ensemble des robots nécessaires et l'ensemble des caméras et des capteurs nécessaires. Donc, le deuxième produit, c'est Monitoring Robotize. Monitoring Robotize, c'est un logiciel aussi basé sur une intelligence artificielle qui va en fait permettre la supervision de la cellule ou du projet de robotisation à partir de sa conception jusqu'à sa fin de vie. Donc, il va suivre donc, le projet pendant le développement, il va suivre le projet pour faire la gestion de la maintenance, pour assurer aussi une formation personnalisée aux collaborateurs et aussi donc, assurer un suivi direct de la production et de la qualité. Le troisième produit, c'est Safe Smart Agent. Le Safe Smart Agent est un équipement qui va permettre de sécuriser le réseau. Parce que c'est important pour l'industriel aussi. Dans l'industrie 4.0, c'est la question de la sécurité du réseau. Donc, l'équipement Smart Safe Agent est un équipement qui va créer, à partir d'une intelligence artificielle, un langage spécial avec le serveur, donc un langage crypté, pour permettre une sécurité optimale au projet, au réseau. 2 minutes 13 secondes, formidable. Ça laisse encore plein de place à toutes les questions. Qui commence? Jean-Claude, la robotique, ça vous connaît, c'est votre métier. Oui, ça veut dire que avec votre solution, on remplace à la fois les ingénieurs de conception, les chefs de projet et les ingénieurs réseau informatique? Non. Ah, donc j'ai rien compris. Donc, les ingénieurs conception, on va leur offrir le cahier de charge qui leur permettrait de développer après. Donc nous, Smart Robotizer, il ne va pas fabriquer le robot ou il ne va pas fabriquer la cellule. Il va donner un conseil. Donc il va choisir optimiser l'étude. Donc il va intervenir dans la partie étude du projet. Et le Monitoring Robotize, il va plutôt offrir le planning pour le chef de projet et permettre aussi d'avoir au client, le client industriel, d'avoir une visibilité sur l'avancement des projets. Parce que généralement, avec les problématiques de la conversion, c'est qu'à un moment donné, soit l'étude est trop longue, soit on n'arrive pas à assurer, donc le client n'a pas vraiment de visibilité sur l'avancement de son projet. Donc Monitoring Robotize, ça offre au client une visibilité sur l'avancement du projet. C'est des outils d'optimisation de l'efficacité de chacun des métiers. Marc? Vos 3 produits semblent très séduisants. J'ai une question sur le go-to-market et le marketing. Comment vous allez vous faire connaître sur le marché? Parce que vous êtes sur un marché extrêmement concurrentiel, il y a énormément de monde. Comment vous allez vous démarquer et comment vous allez vous faire connaître? Je pense plutôt dans des salons et plutôt aller vers les industriels et leur expliquer donc c'est quoi l'intérêt de nos produits. Vos cibles, c'est les ETI, c'est les PME et taille moyenne. Les cibles, c'est les industriels en général. À la porte de monsieur Airbus qui a déjà tout ce qu'il faut. Certes. Mais certes aussi, je pense, messieurs Airbus ou messieurs Safran, ils ont eu aussi donc, des aventures dans la conversion et ils savent, ils connaissent bien la problématique.
Et eux aussi, ils se demandent aussi comment ils vont sécuriser leur réseau. Et eux aussi, ils veulent bien avoir un suivi sur leur projet de robotisation. Parce que là, ce que j'ai vu aussi dans un rapport de Mazars, par rapport à pourquoi les industriels ne vont pas vers l'industrie 4.0, on retrouve en fait les problématiques, c'est un, le suivi, deux, la sécurité, parce que c'est normal, si on va sur l'industrie 4.0, on est sur des objets connectés, et c'est normal, donc ils ont peur par rapport à la sécurité. D'où le cryptage. Et d'où le cryptage. Et trois, la formation des collaborateurs. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on reçoit une cellule robotisée, le constructeur, il va nous donner une... Je voudrais que tout le monde réponde, toutes vos questions. Sandrine. Alors, du coup, Aziz, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est née cette idée. Cette idée est née, donc j'étais là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait améliorer la conversion vers la 4.0 ? Pourquoi elle n'est pas assez accélérée ? Comment on peut faire pour la rendre plus fluide ? C'était ça la question. Et à partir de là, j'ai cherché donc les différentes problématiques et donc j'ai proposé... Et l'étude de Mazars corroborait vos intuitions. Charles. J'ai cru comprendre que vous aviez un profil plutôt technique, ingénieur. Comment sera gérée la fonction commerciale dans le projet ? Y a-t-il une personne dans l'équipe qui est dédiée ou est-ce que c'est vous qui aujourd'hui pour le moment, je suis encore porteur projet. Oui, je pense qu'il faudrait quelqu'un qui s'occuperait ou que moi je me forme un peu plus sur la partie commerciale. Fabien ? Comment vous allez gérer la croissance de votre startup, puisque en gros c'est des moutons à 5 pattes où tous les cas vont être différents, où vous opérez comme un bureau d'études et il n'y a pas véritablement de scalabilité opérationnelle sur ce que vous faites. À chaque fois, vos produits vont devoir s'adapter au cas spécifique du client. Donc, s'il n'y a pas de répétitivité, ça va être difficile. Il faudra grossir vos équipes, il faudra répéter vos process et ça risque d'être complexe de croître. Mais nous, pour notre cas, on intervient juste dans l'étude. Et par rapport à nous, ce qu'on offre, c'est l'étude. Et à un moment donné, ça reste la même pour chaque client. Et après, ça diffère selon les process, certes. On n'intervient pas à la conception. Oui, mais vous êtes un bureau d'études, j'ai très bien compris. Par contre, à mon avis, l'intelligence que vous amenez, elle va être concrètement de s'adapter aux cas spécifiques des différentes entreprises, comme celle de Jean-Claude, par exemple. Plus le suivi, plus la formation. C'est ça. Il y a du boulot, hein ? Oui. Certes. Mais à un moment donné, moi, ce que je vois, c'est que le logiciel, c'est un logiciel qui peut être compatible à plusieurs process. Il n'est pas figé sur un process précis et donc je ne vois pas en fait... D'accord. Il faut faire court. On avait dit peu de temps, mais on pourra vous voir, hein, il y a un site internet sur robotizeme.com. Aziz, on vous a consacré un peu plus de temps que d'habitude, mais on a encore plein de questions à vous poser. Et de toute façon, il y a toutes les questions possibles, que vous répondrez, hein, possibles par 697ia.com. Merci, je vous en prie, regagnez les soutes. Il est parti. Donc, vous allez vous réunir bientôt dans le secret. Rapidement quand même, à chaud, votre impression, un mot. C'est un logiciel, j'ai quand même l'impression qu'il en existe quand même déjà sur le marché. Même chose. Ouais. Voilà. Sandrine. Ouais. Ça intéressera peut-être des niches ou des entreprises qui ont des besoins très particuliers. Ouais. Charles. On a eu assez peu d'informations sur, au final, ces clients. Est-ce qu'on s'adresse à une PME comme à un grand compte ? C'est un peu la question que vous posez. Fabien. Oui, la même réflexion exactement. S'il doit préciser, avoir un marché de niche très précis pour se différencier, sinon il n'arrivera pas à avoir un logiciel qui couvrira l'ensemble de ce qu'il cherche à faire. Oh, moi, je crois qu'on parle trop produit et pas assez métier. C'est pas le fond du métier. Le produit, c'est jamais ce qui sort du métier. Moi, ce que je voudrais bien, c'est qu'on définisse le métier. Bon. Vous en avez encore 2 autres à voir, et c'est à la fin seulement que vous déterminez quel est le gagnant de cet épisode. Tout de suite, la deuxième start-up planche devant vous tous. Ah, Mathias. Bon, c'est à toi maintenant. Allez, va. Allez, on va. Deuxième start-up représentée par Mathias Houllier. Il a 30 ans, c'est l'un des 3 fondateurs de Wintix. Il a fait HEC, mais avec lui, à côté de lui, il y a quand même des polytechniciens et des ingénieurs de centrale. Il ne manque plus que X-Mine les ponts, enfin voilà. Mathias, venez nous rejoindre, vous connaissez le principe. Vous avez 3 minutes, et ensuite les questions du jury, questions de spécialistes. 3 minutes, c'est quoi Wintix? Vous faites quoi?
Alors Wintix, on est aujourd'hui 10 experts passionnés, experts scientifiques qui avons développé un logiciel, Smart Camera, qui se branche sur n'importe quel type de caméra, optique ou thermique, pour transformer les flux vidéo, les images, en statistiques sur les flux de piétons, les flux de vélos, les flux de voitures, les flux de véhicules. Cette solution, elle vise à répondre aux problèmes des gestionnaires d'infrastructures, des gestionnaires de villes, qui sont confrontés à des problèmes de pollution, de saturation, de congestion. Et pour résoudre ces problèmes, pour mieux piloter leurs infrastructures, pour les optimiser, leurs aménagements, ils ont besoin de connaître en temps réel ce qui se passe sur leur réseau. Pour être concret, je vais vous illustrer à quel point notre solution, une fois qu'on met à disposition ces données, elle peut avoir beaucoup d'impact, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nous tous qui sommes les utilisateurs de ces infrastructures. On travaille par exemple avec une grande ville en France. On a équipé des carrefours avec notre solution pour récolter en temps réel tout ce qui se passe, donc non seulement les flux de voitures, mais aussi les flux des nouvelles mobilités. Et ça permet de mettre en place une régulation dynamique des feux qui prend en compte les nouvelles formes de mobilité qui sont en train d'émerger, les vélos, les trottinettes. Mathias, c'est-à-dire qu'à partir d'une caméra bête, traditionnelle, voilà, caméra de surveillance, vous êtes capable de dire ça c'est un piéton, ça c'est une patinette, exactement, ça c'est un scooter, ça c'est un véhicule utilitaire. Voilà. Et grâce à cette information derrière, on peut mieux piloter les carrefours. Un autre exemple, c'est qu'aussi dans les voitures, on arrive à voir combien il y a de passagers. Et ça permet de mettre en place des solutions incitatives pour le covoiturage, qui est le fléau en gros des centres-villes. Il y a 85% d'autosolisme. Et si on met en place ça, on met en place avec des gestionnaires de parking qui mettent en place des tarifs différenciés selon que vous êtes seul ou plusieurs dans la voiture. Et ça permet de lutter contre l'autosolisme. Alors concrètement, comment ça fonctionne? C'est un logiciel qu'on héberge dans ce boîtier et qui vient se connecter directement à la caméra pour transformer en local l'image et renvoyer ces statistiques qui sont derrière intégrées au système d'information des gestionnaires de ville, d'infrastructures de transport. Il y a eu tant de piétons à telle heure, tant de patinettes à telle heure. Voilà, et ça c'est en direct surtout, ça permet de monitorer en direct les flux. Aujourd'hui, encore une fois, voilà, chez Wintix, on a été créé il y a 2 ans. On a développé un fort avantage concurrentiel en deep learning et en reconnaissance d'images qui nous a permis du coup d'avoir un bon premier market fit. On a une dizaine de clients chez qui on est en pilote. On a stabilisé notre business model autour de la vente de licences et de maintenance. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est passer à l'échelle, industrialiser notre solution en France et à l'étranger pour continuer cette révolution de rendre les infrastructures, les villes plus durables et plus confortables. Bravo. Qui commence? Quelle question? On va commencer par vous. Fabien. Quelles données vous rendez exactement à la suite et comment vous orientez? Est-ce que c'est les clients qui choisissent les orientations en fonction des datas ou est-ce que c'est vous qui préconisez Non. Nous, notre métier, c'est de transformer l'image en statistiques. Donc, en gros, tout ce que vous pouvez voir avec l'œil, nous, on va vous le retranscrire en statistiques. Et ces statistiques, derrière, elles sont utilisées par nos clients pour optimiser leurs aménagements. Par exemple, réguler les feux. Exactement. Qui veut? Vous nous avez dit que vous avez parmi vos clients des villes, donc des acteurs publics. Est-ce que vous avez identifié certains freins qui pouvaient exister sur la mise en place de votre solution avec ces acteurs-là qui peuvent avoir des processus de prise de décision parfois assez longs? Nos clients sont effectivement soit des acteurs publics, soit privés, mais dans tous les cas sont en général des clients de taille importante dans lesquels les processus de décision sont assez lents, avec des mécanismes d'appel d'offres, etc. Nous, on peut répondre en direct, mais la plupart du temps, pour contourner ce problème, on travaille avec des intégrateurs qui possèdent des marchés importants de gérance informatique, de gestion de caméras. Et nous, on opère en tant que sous-traitant en apportant cette brique logicielle à leur offre. Soyons concrets, vous êtes à Paris, il y a un concurrent à vous qui est supporté par Vinci, gros opérateur. Vous avez un Vinci derrière vous? Alors, déjà, on travaille quand même avec Vinci, ce qui est plutôt bon signe pour nous. Mais puis, on travaille avec tous les concurrents de Vinci. Donc, au moins, on ne se ferme pas de porte. Au contraire, on s'en ouvre plus. Jean-Claude. Ouais, j'ai une question qui concerne plus le business plan. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, vous apportez un outil qui, à mon avis, va être pas très cher. Mais le gros investissement, il doit être fait par votre client pour que votre outil soit utile. Et ma crainte, c'est que votre business plan est complètement lié à la décision d'investissement de votre client. Vous avez géré ça dans votre réflexion stratégique? En fait, c'est des investissements qui sont déjà faits d'autres façons aujourd'hui. Typiquement, par exemple, sur les problématiques de trafic,
Aujourd'hui, les clients, ils investissent massivement dans des capteurs qui sont ancrés au sol, qui coûtent très cher, qui sont peu fiables et qui donnent des informations incomplètes. Nous, on propose une solution qui est moins chère et qui offre qui offre des réponses plus larges. En gros, vous vous branchez sur des caméras de surveillance qui étaient déjà en place. Voilà, donc on réduit les investissements en apportant une solution plus complète. Sandrine Du coup, si on imagine que voilà, votre projet se met en place, quelles seront les premières actions que vous mènerez? Notre projet, il est déjà en place. On est déjà branché chez des gestionnaires de ville, chez des gestionnaires de parking, chez des gestionnaires de gares ou d'aéroports. On est aujourd'hui en phase pilote sur des dizaines de caméras à chaque fois. La prochaine étape, comme je vous disais, c'est vraiment d'industrialiser. Donc cette fois-ci, de passer de centaines de caméras à milliers de caméras. Et pour ça, on recherche notre premier financement pour nous accompagner dans cette forte croissance. C'est combien? Le premier financement qu'on cherche, c'est 1 million d'euros. C'est tout? C'est pas beaucoup. C'est un premier financement. Marc? Oui, pour rebondir sur ce point, donc aujourd'hui vous utilisez une solution hardware plutôt du commerce, donc ce que vous voulez c'est développer votre propre produit pour avoir votre propre plateforme en fait. Voilà, alors nous ce qu'on développe c'est le software. Simplement, on a notre logiciel, mais on s'adapte justement à des contraintes hardware qui sont pour essayer d'être le plus économe possible en énergie, le plus économe possible aussi en hardware, parce que ce qui est à l'intérieur de ça, ça peut vite coûter très cher quand on parle de nos solutions en deep learning, en intelligence artificielle. Et donc oui, aujourd'hui, on utilise une solution qu'on a, on va dire, co-développée avec des industriels, mais on a vocation à encore plus spécialiser, encore renforcer nos liens avec des industriels pour avoir vraiment une bonne adéquation entre notre logiciel et le hardware qui va le faire tourner. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Parce que des logiciels de reconnaissance, on en voit partout, on en voit dans le monde entier. Tout le monde développe ça. Alors, vous n'êtes pas seul au monde. On en entend beaucoup parler, mais des applications en fait finalement aujourd'hui à l'échelle industrielle, il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est encore aujourd'hui très compliqué. Et nous, ce qui fait la différence, c'est notre avantage technologique. Non seulement on sait reconnaître avec beaucoup de précision des objets, mais surtout on sait les suivre pour comprendre en fait la logique de ce qui se passe dans les flux. Et on sait surtout faire tourner ça en temps réel avec très peu de ressources, ce qui rend possible un modèle économique viable. L'association hardware-software. Oui. Voilà. Marc? Oui, très court. Hein. Oui, je vais reprendre ma casquette d'éthicien. Où finit l'optimisation des flux anonymes, où commence la surveillance et où commence la restriction de liberté individuelle? Oui, parce qu'il connaît très bien un dictateur chinois qui voudrait faire un petit peu de reconnaissance faciale et de crédit social. Nous, pour trancher sur ces sujets, en fait, on a défini ensemble notre mission. Chez Wintix, ce qu'on veut, c'est contribuer à un vivre ensemble plus durable. On se limite à des cas d'usage dans lesquels la donnée reste complètement anonyme. Ce qu'on fait, c'est qu'on est comme un capteur qui est ancré dans la chaussée. On donne des informations sur les flux, mais à aucun moment, on a vocation à faire de la reconnaissance faciale, de la lecture de plaques, etc. Nous, on reconnaît seulement des objets, pas des personnes. Merci. On est dans les temps. Bravo. Plein de questions, mais il reste encore l'Internet pour ça. 697ia.com. Bravo. Vous avez tous les temps. Je vous en prie. Rapide tour de table, à chaud, à chaud. Alors. Ouais, moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils ont défini une niche. Il faudrait qu'ils s'y tiennent. Oui. Marc? Moi, je pense qu'ils ont une valeur ajoutée sur l'aspect final, c'est-à-dire l'aspect statistique applicatif, qui est quand même nouveau, en plus de la couche intelligence artificielle. Il ne suffit pas d'avoir des datas, il faut savoir les utiliser intelligemment et s'en servir. Sandrine? Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être d'autres utilisations à voir. Mais je crois qu'ils sont sur le coup. Hein. J'ai parlé un peu avec eux, il y a plein de choses possibles, hein. Y compris dans l'industrie d'ailleurs. Charles? Ouais. C'est un beau projet. Il y a peut-être la question de l'accès à des clients, notamment acteurs publics, il faut, je pense, pas sous-estimer. Mais je vous sens plus convaincu, hein, Fabien aussi, non? Non, beau projet. Je crois qu'ils sont malins. Ils ont aussi compris qu'il fallait s'associer avec les intégrateurs pour pénétrer ces marchés facilement. Donc, non, bien vu. Ça vous plaît bien, hein? Ouais, j'y crois bien. Marc? Moi, simplement, la réalité est toujours infiniment plus riche et plus précieuse que des statistiques. Je me méfie toujours des statistiques. Ah. Parce que c'est réducteur. Oui. Enfin, c'est quand même assez pratique. Pour certains problèmes, oui. Pour d'autres, c'est très mortel. Allez, on va passer au troisième et dernier candidat. Je vous rappelle, hein, vous aussi, vous donnez votre avis, vous votez sur 697ia.com. Le troisième candidat, tout de suite. Paul,
C'est bon? C'est parti. Prêt? Allez, en avant. Troisième candidat à plancher, 3 minutes comme tous les autres, Paul Taton. Il a 24 ans. Vous le connaissez, les Lyonnais, non? Vous êtes Lyonnais. Il a fait EM Lyon. Oui. Et il venait de Chambéry, où il était ingénieur en énergie en particulier. Son entreprise s'appelle Revco, ou Revco, enfin R-E-V-C-2-O. Paul, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Ça va? Ça va super. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Cool, tout va bien. Oui, la vie est belle. La vie est belle. Et vous allez être super convaincant en 3 minutes, top chrono. Alors, imaginez que vous êtes un vendeur de fraises sur un marché le samedi matin. Pour vendre ces fraises, vous avez un fournisseur qu'on va appeler Fraises Express. Fraises Express, il cultive vos fraises à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous, au fin fond de l'Espagne, dans des serres qu'il est obligé de chauffer au gaz naturel. Donc bon, le bilan carbone de vos fraises, il n'est pas terrible. Un beau matin, il y a quelqu'un qui arrive face à votre stand et qui vous dit « Bonjour, je travaille chez BioBerry. Et chez BioBerry, on cultive les fraises à quelques kilomètres seulement de chez vous. On les cultive de manière naturelle, elles sont locales, elles ont un super goût, et on vous les fait au même prix que les fraises de Fraises Express. » Alors là, si vous êtes quelqu'un de sensé, vous allez changer de fournisseur, vous allez passer de Fraises Express à BioBerry. Et bien chez Revco, on fait exactement pareil que BioBerry, mais on ne vend pas des fraises, on vend du CO2. Ce CO2, on le vend à des agriculteurs qui l'utilisent pour accélérer la croissance de leurs plantes. On le vend aussi à des brasseurs qui l'utilisent pour ajuster le taux de bulles dans leurs boissons. Et le problème de ces clients actuellement, c'est qu'ils ont des fournisseurs en CO2 qui sont que des Fraises Express. Ils ont des fournisseurs en CO2 qui vont capturer ou produire le CO2 à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres de leur utilisateur final, et qui en plus de ça ne vont pas utiliser des procédés toujours très respectueux de l'environnement. Nous, chez Revco, pour pallier à ce problème, on va proposer un CO2 local à ces clients, et pour ça, on va utiliser un procédé innovant qui permet de capturer le CO2 sur des sites industriels et dans l'atmosphère, donc dans l'air qui nous entoure, le tout en une seule installation. Pour ça, on va refroidir l'air à traiter à une température de moins 143 degrés, donc c'est des températures qui sont très basses, pour transformer le CO2 en glace et ainsi pouvoir l'extraire de l'air. Avec un tel procédé, on peut proposer plusieurs offres à nos clients. D'abord, pour nos clients qui sont les agriculteurs et les brasseurs, on va d'abord faire un diagnostic de leurs besoins en CO2, puis on va leur laisser choisir la proportion de CO2 qui provient de l'atmosphère pour leur utilisation. Sachant que plus ils vont utiliser du CO2 qui provient de l'atmosphère, plus ils vont rentrer dans une logique d'économie circulaire et de réduction de bilan carbone et pouvoir communiquer autour de cette politique environnementale. La deuxième offre qu'on propose, c'est pour l'industrie qui va accueillir notre site de capture. Cet industriel, on va lui financer intégralement son installation de capture et en contrepartie, on va lui demander de nous racheter une partie du CO2 qu'on capture pour pouvoir le transformer en minéraux stables et le mettre sous la terre là où il était de base originellement et pouvoir ainsi réduire les effets néfastes du réchauffement climatique. Merci de votre attention. Attendez, avec le gaz carbonique, vous faites des cailloux? Oui, exactement. Alors, bon, c'est pas nous, c'est une initiative européenne qui s'appelle CarbFix, qui regroupe de nombreux chercheurs, et ils transforment, en injectant le CO2 avec de l'eau sous terre, le CO2 réagit avec le basalte, ça forme des carbonates, ce qu'on appelle, donc c'est des formes de minéraux. Donc en quelques années à peine, en 2 ans à peine, on peut transformer ce CO2 en roche à l'état dans lequel il était de base, et ainsi du coup avoir des bilans carbone qui sont négatifs. Ça ne vaut pas le coup de le revendre aux marchands de fraises qui en a besoin pour ses serres? Alors c'est ce qu'on fait dans la première offre. Ou au brasseur qui en a besoin pour sa bière? Oui, alors ça c'est les 2 offres qu'on détaille. La première où on va le revendre justement pour l'exploitant de serres agricoles, où il va pouvoir utiliser ce CO2. Et la deuxième, du coup, ce sera de l'industriel. C'est l'industriel qui va nous racheter une partie de ce CO2 pour l'enterrer. 3 minutes top chrono, bravo. Le feu des questions? Vous en êtes où dans le projet aujourd'hui? Alors actuellement, j'en suis à un stade très... Enfin, le projet est très, très jeune. J'ai la technologie qui est en place et j'ai tout fait sur papier. Comme je suis de formation ingénieur, j'ai réussi à faire un dimensionnement de mon procédé. Mais voilà, j'aimerais avancer plus vers l'élaboration d'un banc de test, un tout petit prototype, pour pouvoir voilà, tester la preuve de concept, avoir une preuve de concept et aller un petit peu plus loin. Mais monsieur Air Liquide, depuis longtemps, fait de la gaz carbonique? Alors Air Liquide, ils ont du gaz carbonique, ah oui, mais c'est le problème de base, c'est le problème de Fraises Express que j'ai pris dans mon pitch. Air Liquide capture le gaz carbonique sur des centrales, oui, mais aussi il l'utilise en forant des sources naturelles, donc ce qui n'est pas très respectueux de l'environnement, et en brûlant des combustibles fossiles. Et en plus de ça, le CO2 est produit très très loin, donc il doit voyager énormément, ce qui fait que au final, le bilan carbone du CO2 est pas très... Vous êtes petit et proche. Voilà, petit et proche. Richard.
Alors, c'était pour faire suite à cette question. Du coup, pour faire cette première expérimentation, cette première preuve de concept, est-ce que vous avez évalué vos besoins de financement pour la mise en place de ce procédé industriel? Oui, alors au niveau des besoins en financement, on va avoir besoin de regrouper environ 50 000 € pour pouvoir faire notre procédé avec les matériaux qu'il nous faut et le tester. Donc c'est en comptant des potentielles erreurs, des corrections dans le dimensionnement. Et aussi, ce financement va servir à faire des études d'antériorité pour voir si, faire une étude au niveau des brevets, pour voir ce qu'on pourrait poser comme brevet éventuellement. Et une étude avec des experts qui pourraient nous aider à optimiser le procédé. Marc. Oui. Juste une question sur la cryogénie. Donc, ça consomme quand même beaucoup d'électricité, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, finalement, le bilan énergétique, d'un côté, on récupère du gaz, du CO2, mais de l'autre côté, on consomme. Donc, quel est le bilan total? Alors, en fait, nous, pour capturer 1 tonne de CO2, on émet environ 50 kg de CO2 avec un abonnement chez un fournisseur d'énergie verte. Donc, chez un fournisseur d'énergie renouvelable. Mais c'est inclus dans notre calcul de coût. Si je prends de l'énergie verte... Voilà. Alors, c'est inclus dans notre calcul de coût. Après, on a fait notre dimensionnement en fonction de ça, en prenant un prix au kilowattheure qui concorde avec les prix de l'énergie verte. Ensuite, nous, le but, c'est d'optimiser le procédé, donc de récupérer un maximum possible, le plus possible le froid qu'on produit, pour pouvoir justement qu'en entrée de notre système et en sortie, il y ait une différence de température très faible. Ce qui fait qu'on a, par exemple, 0 degré qui rentre dans notre système, moins 15 qui sort, et au milieu, des températures très froides. Ce qui optimise en fait l'efficacité énergétique du système. Ingénieur en énergie, hein. Voilà. Et en carbone. Jean-Claude? Voilà, moi, j'ai une question de neuneu, là. Ce que je retiens, c'est qu'on est capable de mettre le gaz carbonique sous forme de cailloux. Ouais. Ça veut dire que si on fait beaucoup de REFCO, on n'a plus de problème de réchauffement climatique? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on attend? Le problème, c'est que... Monsieur Alévi, ça c'est bien pour vous, ça? Ah. Exactement. Alors, il faut savoir aussi que mettre la roche sous terre, c'est en phase encore expérimentale, mais c'est en train de se développer et que c'est en bonne voie. Donc, on peut en mettre actuellement des quantités assez intéressantes. Après, nous, ce qui ne suit pas aussi, c'est au niveau de la politique, du développement du projet. Il faut mettre en place énormément d'installations pour pouvoir capturer suffisamment de CO2. Oui, mais on est en train de parler de mettre en place des machines et contre la vie de l'humanité. Enfin, moi, je n'hésiterais pas, quoi. La taxe carbone vous aide? Alors, la taxe carbone nous aide actuellement, pas trop, puisque, bon, elle n'est pas très élevée, mais c'est inclus dans nos coûts. Dans les années à venir, elle va très certainement augmenter, ce qui va faire que notre procédé va gagner en compétitivité. Sandrine. Vous avez une idée un petit peu de vos perspectives financières? Oui, alors tout d'abord, il y a ce besoin de 50 000 € là, pour faire le banc de test. Une fois qu'on aura fait ce banc de test, l'idée c'est justement de poser des brevets pour avoir la preuve de concept et de partir sur une levée de fonds d'environ 1 million d'euros. Avec 1 million d'euros, on pourrait faire une installation qui capture plusieurs centaines de kilogrammes de CO2 par jour. Et donc, on pourrait commencer à commercialiser l'installation, puisqu'on a déjà trouvé des clients potentiels qui seraient intéressés pour utiliser ce CO2. Et donc, leur envoyer du CO2, le fournir en CO2 qui provient de l'atmosphère et d'un site industriel. Dernière question, Marc. Vous avez vu, il n'a pas de POC, le Proof of Concept. La question qui me vient à l'esprit, c'est si j'ai bien compris, oui. Les clients, ceux qui vont vous acheter du CO2, c'est surtout l'industrie agroalimentaire, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Bon, l'industrie agroalimentaire, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est vachement mis en doute et qui va évoluer extrêmement rapidement dans les années qui viennent. Donc cette clientèle-là, vous allez la garder ou pas? Oui, bien sûr, puisque nos clients sont particulièrement des fermes urbaines, donc des fermes du futur en quelque sorte, qui utilisent des procédés d'agriculture verticale. Donc c'est ce qui concerne l'agriculture du futur, puisqu'on a une optimisation d'espace considérable comparé à l'agriculture classique. Donc pour nous, on se dirige plutôt vers ce type de client qui, pour nous, est l'agriculture du futur. Ouais. Voilà. Je vous ai signalé que vous qui êtes buveur de bière, on a failli manquer de bière l'été dernier, parce qu'il n'y avait pas de CO2. On a ça allait très mal. Dernière question, tout va bien? Vous avez tout dit, vous voulez rajouter un dernier mot? Écoutez, merci Comment de ça m'avoir s'intègre dans le marché du carbone, globalement, vous avez une idée? Comment ça s'intègre dans le marché du carbone? Oui. Vous voulez dire au niveau des... Au niveau de la plateforme de carbone, comment vous voyez la suite? Nous, en fait, on va poursuivre sur ces agriculteurs et ces brasseurs pour la suite, au niveau du marché du carbone. Et en fait, notre but, ça va être le plus possible d'inciter les industriels à nous racheter de la tonne de CO2 pour qu'on puisse justement la séquestrer. Ouais. C'est pour avoir le plus de bénéfices environnementaux, en fait, puisque c'est ça notre mission première.
Voilà. C'est un déchet, ça va devenir une ressource. Exactement. Merci Paul, bravo. Merci à vous. Et comme dirait Cambronne, voilà, je vous en prie, regagnez vos places, bravo. Jean-Claude? Moi qui ne maîtrise pas tout à fait, enfin pas du tout même ces sujets-là, j'y vois une vraie perspective d'avenir. Ouais. Ouais. Pareil, moi je suis très séduit, j'aimerais bien voir la suite et effectivement voir un démonstrateur. Bon, ne dévoilez pas trop, hein, parce que maintenant vous allez vous réunir pour regarder les trois en même temps. Mais rapidement, Sandrine. J'ai hâte de voir la preuve de concept. Ah oui, le fameux POC. Richard. Charles, pardon. Charles, pardon. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Voilà, c'est un beau concept, on aimerait voir comment il se concrétise. Ouais. Forcément que si ça remplit la mission, on sera très content de voir cette nouvelle entreprise se développer. On essaie un autre point de vue qui a priori n'a rien à voir. Marc. Dans le dérèglement climatique, je ne suis pas vraiment sûr que le CO2 soit le vrai problème. Ah, oui, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, oui. Il n'y a pas que ça, mais il faut... Il n'y a pas que ça, loin de là. Mais il faut faire ça aussi. Oui, bien sûr. Merci. Voilà, vous allez un instant vous réunir pour voter, parmi les trois qu'on a vus aujourd'hui, quel est le meilleur. Mais vous aussi qui nous regardez, je vous rappelle que vous avez Internet pour ça, 697ia.com, on compte sur vos votes. Votez, et si vous êtes dans la région de Châlons, pourquoi pas, venez nous voir. Il suffit de faire 697ia.com et vous pourrez participer à l'émission. On ne vous a pas beaucoup entendu, hein. Le public, là, vous nous avez beaucoup déçus. Bon, c'est vrai qu'ils ont à comparer les paroles et les occupés par le temps, mais le public, normalement, peut intervenir. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Il y a un type formidable qui va vous remplacer. Il s'appelle Michel Panavoine. Il est docteur en intelligence artificielle, mais pas seulement docteur. Il s'occupe des entreprises. Il raconte comment ça se passe concrètement, l'IA. Mettons, allez, intelligence augmentée. Ça vous va? Voilà. J'aime bien. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont là, qui sont derrière les caméras. On a trouvé un truc formidable. Je crois qu'on n'est pas les premiers. C'est pas une vraie découverte. Pour dire merci à tout le monde, on a inventé le générique. Ça permet de voir tous les noms. Générique, merci, à bientôt. Bye bye encore. Ciao. Alors, invité exceptionnel, franchement, en vulgarisation hyper sympathique et puis qui nous a garanti qu'on aurait quand même un futur et qu'on ne perdrait pas tous de nos jobs, c'est pas mal. L'invité, forcément très intéressant, en décalage. C'est intéressant d'avoir un philosophe dans le monde de l'intelligence artificielle. C'était très intéressant, on a pris un peu de hauteur par rapport à cette thématique de l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup apprécié. C'était top. Les questions étaient bonnes, des très bons candidats, une belle diversité de projets. Un super moment de partage et une belle opportunité pour présenter Wintix. J'ai pu rencontrer les deux autres start-upers qui passaient et puis on a discuté, on a échangé et puis c'était très sympathique. Ça a été très intéressant et ça m'a permis d'échanger autour de mon idée de projet. J'ai adoré. Vraiment peu de temps, mais qu'on a fait un bon tour d'horizon. C'est une émission qui est riche avec des intervenants de qualité. T'es super bien accueilli. Donc les jurys ont posé des questions très pertinentes. Waouh! Formidable parce que du coup on a une mixité des origines, industrielles, financières. Techniquement extrêmement professionnel. Très bien passé, l'équipe super sympa. Moi je me suis bien amusé. Ah, Jérôme Bonaldi, quoi. Le jury, 2 qualificatifs, légitime et pertinent. Bonne question dans tous les domaines, parce que ce sont des spécialistes et qu'ils sont pluridisciplinaires. Allez, formidable.